visto il contesto. Ricordo solo che il film, come dicevamo adesso con l'Age lì, ha avuto 2.200.000 spettatori in sala in Francia, quindi è stato un successo abbastanza clamoroso, ha vinto il premio della giuria a Cannes l'anno scorso, come sapete, e questo mi permetto di dirlo io, un'opera storica, perché è forse non è la prima volta, insomma è una delle prime volte che un film girato nelle periferie, nelle grandi banlieue parigine, ottiene questo successo, ed è stato girato da qualcuno che viene da quella banlieue. Nessuno è più andato a scoprire quel mondo, ma l'ha raccontato da dentro, fin da ragazzo. Conoscete la storia, i corti, i documentari che ha girato prima, e attraverso cui è arrivato a questo film. Quindi traduco questo brevemente per il nostro ospite, e poi la parola quindi a Pedro Armocida. Ok? Ci siamo? Qualcuno mi dica sì. 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 Ok. Vabbè, Pedro perché ha la A, ok. Oui. Monsieur Lee, j'ai juste rappelé brièvement le succès du film et votre parcours, mais enfin, tous nos collègues connaissent ça par cœur. Donc, c'était juste pour briser la glace. Alors maintenant, c'est Pedro Armocida del Giornale qui va vous poser la première question. Ils vont parler italien, je crois. Je vais parler français. Je vais traduire en français pour vous tout à l'heure. Pedro. Eccomi, grazie Fabio, ciao a tutti. Allora, velocemente, uno dei punti di forza del film è la rappresentazione della complessità della situazione reale, che però è stato letto anche come una mancata presa di posizione da parte del regista, cioè non si salva nessuno, si salvano tutti. E lui che cosa si sente di rispondere a questa critica, diciamo? Dunque, Monsieur Lee, une des grandes qualités du film est la complexité que vous avez trouvée dans la représentation du réel, mais quelqu'un vous a accusé justement à cause de ça de ne pas prendre de position, c'est-à-dire que personne ne se sauve ou tout le monde se sauve. Alors vous êtes où là-dedans? Clairement, je ne sais pas si je prends position ou pas. Moi, l'idée, c'était de parler d'une certaine réalité. Moi, mon film, quand je dis, c'est quelque part une partie de ce que j'ai pu vivre, c'est une partie de mon histoire, c'est une partie de ma vie. Donc, moi, j'ai essayé d'être le plus juste possible, sans prendre parti, sans porter de jugement sur mes personnages. Et l'idée, c'était vraiment de décrire une réalité, cette réalité. Moi, sachant que je viens surtout du documentaire, j'ai tourné plusieurs documentaires avant de m'attaquer à ma première fiction. Et j'ai voulu apporter ce côté documentaire, ce côté très réaliste dans ma fiction. Donc voilà, pour moi, c'était important de ne pas prendre parti et surtout pas porter de jugement et décrire ce qui se passe sur le terrain. Beh, io non so se prendo una vera posizione, non so se voglio prenderla. Io vengo dal documentario, appartengo a quel mondo, mi interessava raccontarlo con la più fedeltà possibile, non prendere una posizione piuttosto che un'altra, sintetizzando. E dopo Pedro siamo a Beatrice Bertuccioli, scusate. Cortesemente ci puoi tradurre sempre più letteralmente, non facendo una sintesi, perché poi dovendo scrivere come intervista è più importante avere la risposta nel dettaglio. Mi devo appuntare parola per parola. Scusami, ero distratto dal Sì, grazie. Scusa, so che sei costretto a fare un lavoro che non è il tuo, ma se no poi diventa inutile. I francofoni mi correggano se ho scordato qualcosa, ma mi sembra di non avere trascordato. No, ma insomma, ecco, non una sintesi cortesemente, ma la traduzione. Hai ragione, assolutamente. Ecco, io volevo invece domandare questo, proprio perché lui conosce molto bene questa realtà delle banlieue dove è cresciuto e continua a vivere. Volevo chiedergli quale pensa che sarà, insomma, secondo lui, l'impatto del lockdown e soprattutto della grave crisi che seguirà a questo lockdown, perché come lui ha detto, queste periferie, e non solo quelle parigine, sono delle polveriere pronte ad esplodere, e povertà e disoccupazione sono le micce che le fanno esplodere. Ecco, quindi come vede la situazione attuale di questi luoghi e l'immediato futuro, insomma?
Grazie. Alors, Madame Bertuccioli vous demande justement, comme vous connaissez la banlieue de l'intérieur, vous avez grandi là, vous continuez à y vivre, que pensez-vous de l'impact du lockdown, enfin du confinement et de la crise qui suivra, évidemment, parce qu'on sait bien, les banlieues sont une espèce de poudrière prête à exploser à cause de la pauvreté, du chômage, etc. Alors, que pensez-vous de tout cela? Ben, moi, je pense que c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe, notamment en banlieue et notamment en Seine-Saint-Denis. Ça reste quand même le territoire le plus touché de France. C'est là où il y a le plus de cas et ça va faire plus de 2 mois qu'on est confiné. Et là, je pense que les gens sont vraiment à bout parce que déjà, c'était un département qui était très pauvre avec beaucoup de difficultés. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'au bout de 2 mois, ben, les gens, ils n'arrivent plus à joindre les fins de mois, ils ont beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'actions aussi qui sont mises en place, des actions où les habitants viennent en aide aux plus démunis. Il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place, notamment une association que je soutiens qui s'appelle Banlieue Santé, qui distribue des denrées alimentaires aux plus démunis. Et on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment dans la galère, qui n'arrivent même plus à se nourrir. Et voilà, moi je pense que c'est une poudrière. Je pense que c'est que le début d'une grosse catastrophe parce que ça va aller de pire en pire. Et une fois de plus, ben, les habitants de ces quartiers, ils sont les premières victimes. Et c'est vraiment très, très compliqué. Moi, je tire un signal d'alarme parce que je pense que ça risque de dégénérer. Ça risque vraiment de dégénérer, d'autant plus que pendant ce confinement, on a eu énormément de violences policières, énormément de bavures policières. Et la cible, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, c'est les gens qui habitent dans ces cités. Donc c'est vraiment dramatique et je pense que ça va être de pire en pire. Allora, adesso il problema è decifrare i miei appunti. Comunque sì, chiaramente penso che sarà una catastrofe e soprattutto in Seine-Saint-Denis, naturalmente, che è stato il territorio più colpito in Francia. Sono ormai 2 mesi che la gente è confinata, non ne possono più. Già sono quartieri molto molto poveri, con una quantità incredibile di difficoltà. Molti non arrivano proprio alla fine del mese, ed ecco perché sono state anche messe in atto una serie di azioni di sostegno, di aiuto così, alla parte più sfortunata, diciamo, di queste banlieue. Ce n'è una, si chiama Banlieue Santé, che io sostengo personalmente, Banlieue Santé, quindi periferia salute, che sostengo personalmente per portare appunto cibo, derrate alimentari, insomma, ai più poveri, agli ultimi della lista. C'è veramente tantissima gente allo stremo che fa la fame, è una polveriera e credo che sia l'inizio di una grossa catastrofe. Una volta di più le prime vittime saranno proprio loro, gli abitanti di queste periferie. È tutto davvero molto complicato, la situazione rischia di degenerare, tanto più che in questi mesi c'è stata molta violenza poliziesca. Il bersaglio, come sempre, sono la gente appunto delle cité, delle banlieue. Dopo Beatrice, Giulia Bianconi. Giulia, ci sei? Sì, buongiorno, bonjour. Dunque, volevo chiedere, anche se lei non dà, diciamo, un giudizio nel film, secondo lei cos'è questi giovani con una rabbia che a un certo punto è pronta ad esplodere, o la polizia che abusa del potere? E poi chi sono i coltivatori, i cattivi coltivatori della frase di Victor Hugo che usa alla fine del film? Grazie. Scusami Giulia, non ho capito io bene la domanda. Secondo lei cos'è la rabbia? Perdonami. Volevo capire che cos'è secondo lui che che può far più paura, i giovani che hanno questa rabbia e a un certo punto esplode, o la polizia che abusa del proprio potere. Di che cosa bisogna avere più paura in una realtà come quella? Scusa, mi ero perso la paura. No, forse no, poi io mi sono espressa anche male.
E poi i cattivi coltivatori, chi sono, visto che usa la frase di Victor Hugo sul finale del film? Dunque, alors, à votre avis, qu'est-ce qui doit nous faire, qu'est-ce qui nous fait plus peur? La rage de tous ces gens qui est toujours sur le point d'éclater, ou bien les policiers qui abusent de leur pouvoir, et sont les mauvais cultivateurs dont parle Victor Hugo dans la citation qui ouvre le film? Bah, c'est sûr, moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est cette police. C'est cette police qui on a l'impression qu'il y a carte blanche et qui peut tout se permettre dans ces quartiers. On a pu le voir durant ces 2 mois, le nombre de vidéos qui ont été filmées par des habitants ou des policiers qui ont commettaient des exactions. Donc ça, c'est très, très grave et ça va aller de pire en pire. Et après, bien sûr, aussi ces habitants qui sont là, quand je dis laissés à l'abandon, et une fois de plus, on a pu le voir avec ce virus, coronavirus, eh ben, ils sont une fois de plus les premières victimes, ils sont une fois de plus les premiers qui ont été abandonnés par les cultivateurs. Parce que quand j'ai les cultivateurs, ça reste nos politiques, parce qu'ils sont quand même les premiers responsables de tout ce qui peut se passer dans nos quartiers depuis plus de 30 ans. Et ils ont aussi aujourd'hui leur part de responsabilité sur la gestion de la crise. Parce qu'il ne faut pas... Enfin, on est encore en plein dedans, mais la gestion de la crise a été catastrophique par le gouvernement. On a pu le voir. On a eu plein de problèmes, des problèmes de masques, des problèmes de... Enfin, je vais dire, on reste quand même une puissance mondiale et aujourd'hui, le gouvernement est incapable de fournir des masques à sa population. Donc, moi, j'estime qu'il y a un vrai problème. On a eu plein d'exemples dans plein de pays, notamment au Maroc, où la crise a été super bien gérée. Donc, oui, c'est dramatique. Aujourd'hui, le gouvernement a sa part de responsabilité et il va falloir rendre des comptes. Allora, è sicuramente la polizia quella che fa più paura, perché pensa di avere carta bianca e di poter permettersi tutto e infatti non si contano più i video girati dagli abitanti sugli abusi compiuti dalla polizia. Possiamo dire che va veramente sempre peggio e che appunto le prime vittime a essere abbandonate dai coltivatori, che sono i politici, i coltivatori sono i politici, sono appunto la gente delle banlieue e i politici sono i primi responsabili anche adesso, non solo di tutto quello che è accaduto, insomma, della situazione in cui si trovano oggi, tutto quello che è venuto prima che ha portato le banlieue a essere quello che sono, ma i politici hanno responsabilità pesanti anche proprio nella gestione della crisi, che è stata piuttosto catastrofica. Abbiamo ancora problemi di reperimento delle mascherine, siamo una potenza mondiale ma non troviamo le maschere, insomma. È incredibile e quando poi ci sono paesi come per esempio il Marocco che invece hanno gestito benissimo la crisi, quindi appunto di queste responsabilità i politici dovranno rendere conto. Dopo Giulia c'è Fulvia Caprara. Ciao. Ciao Fulvia. Io volevo tornare appunto proprio su la politica e anche sull'opinione pubblica, nel senso che volevo appunto anche di fronte a questo successo incredibile che ha avuto il film, anche hai detto prima in apertura il numero appunto degli spettatori, insomma di quanto sia andato bene. Ecco, che rapporto ha anche proprio l'opinione pubblica con questo problema? Perché per esempio nello scorso inverno a Parigi, quando ci sono stati tutte le cose dei gilet gialli, quando c'erano i blocchi del sabato con tutte il centro presidiato, insomma tutte queste cose, sembrava che comunque l'opinione pubblica fosse abbastanza consapevole del fatto che c'è una parte sofferente della società, insomma anche diciamo le persone, quelle che stanno invece bene. Quindi volevo mettere un attimo in contatto questi due mondi. Secondo lui c'è lì una possibilità invece di dialogo, c'è una presa di coscienza di una parte ampia appunto delle persone normali, insomma non solo dei politici. Dunque, en revenant je voudrais parler de l'opinion publique en pensant aussi au grand impact que votre film a eu en France sur le nombre de spectateurs. C'est-à-dire, quel est le rapport entre l'opinion publique et ces problèmes-là, hein? L'hiver dernier, à Paris était envahi par les gilets jaunes, la ville était bloquée, et on avait l'impression que quand même la majorité des gens, y compris les gens entre guillemets normaux, ceux qui n'ont pas de problème, les privilégiés,
avait pris conscience de l'existence de couches très, très importantes de la société qui étaient souffrants. Et donc, est-ce qu'il y a un contact, est-ce qu'il y a un dialogue entre ces deux mondes où il y a toujours un fossé? Il y a une prise de conscience, est-ce que votre film a contribué à ça? Non, c'est sûr qu'il y a un fossé énorme entre la banlieue et le reste de la population. Clairement, nous, on considère qu'on a toujours été mis à part, on nous a toujours pointé du doigt, on nous a toujours dit qu'on était tous les problèmes, enfin, on faisait partie des problèmes de cette société, qu'on était des délinquants, qu'on était de la racaille, etc., etc. Et ça a duré longtemps, que c'était à cause de nous qu'il y avait des violences, on était responsable de tous les maux. Et finalement, là, depuis un an, avec le mouvement des Gilets jaunes, le reste de la population a pu se rendre compte que finalement, qu'on vivait vraiment dans des difficultés, que la police était super violente. Ils ont pu s'en rendre compte avec les Gilets jaunes, hein, quand on voit le nombre de bavures, le nombre d'éborgnés, le nombre de personnes qui ont perdu une main, etc. Voilà, la population française s'est rendue compte qu'en banlieue, oui, effectivement, il y avait beaucoup d'exactions de la part des pouvoirs publics. Donc, en même temps, le film Les Misérables a pu montrer aussi qu'est-ce que c'était la banlieue, parce qu'il ne faut pas oublier que les 3/4 des gens ne connaissent pas la banlieue de l'intérieur, les 3/4 des gens connaissent la banlieue à travers les médias, et on sait tous que les médias n'ont pas toujours été de notre côté. Donc je pense que ce film a fait quand même du bien à une grosse partie de la population française, parce qu'ils ont vu ce que c'était la cité, ils ont vu de l'intérieur, et ils ont vu que voilà, c'était pas que des délinquants et qu'il y avait des gens qui vivaient dans des difficultés et qui demandaient juste à vivre comme tout le monde et qui demandaient juste à ce qu'il y ait une justice sociale pour tout le monde, quoi. Dunque, sì, certo, il contrasto tra le banlieue e il resto della popolazione è enorme. Siamo sempre stati messi da parte, ci hanno sempre detto che eravamo noi il problema, che eravamo feccia, delinquenti, come dire, quasi la causa di ogni male. Con i Gilets jaunes, invece, la Francia, l'opinione pubblica, si è resa conto delle difficoltà, delle difficoltà che incontra chi vive in queste zone e della enorme violenza poliziesca. Basti pensare al numero incredibile di violenze inaccettabili compiute dalla polizia contro i Gilets jaunes, quindi a persone che hanno perso un occhio o magari una mano. Ecco, lì la Francia ha capito qualcosa di più e ha capito che la situazione e la miseria delle banlieue. Les Misérables appunto ha mostrato cosa sono queste città ai francesi, perché bisogna sapere che i 3/4 poi dei francesi non conoscono queste zone, se non per averle viste appunto o al cinema. Insomma, sono i media a raccontare loro come si vive lì, e credo di aver appunto contribuito a mostrare che ci sono anche, come dire, persone normali, averle mostrate dall'interno, quindi senza aderire alla rappresentazione dominante dei media. Sì. Questo. Grazie. Dopo Fulvia c'è Alessandra De Luca. Presentati nel film, ce n'è uno particolarmente crudele, ma gli altri invece Scusami, sono... Alessandra, non ho sentito l'inizio. Scusa. No, perché se non mi perdo il soggetto poi non... Dimmi, ricomincia. Aspetta. Ti sento, adesso ti sento, ma... No, hai tolto la voce. Alessandra, hai tolto la voce. Ecco. Ok. Allora, dicevo che nel film ci sono due o tre tipologie di poliziotti diversi. Uno è particolarmente crudele, gli altri lo sono meno. Allora, credo che il film sollevi anche la questione dell'eticità della polizia. C'è un comportamento etico della polizia e lui come lo definirebbe? Perfetto, chiarissimo. Grazie. Monsieur Lee, donc dans le film, il y a 2 ou 3 typologies différentes de flics, de policiers. Il y en a un qui est très méchant, disons, les autres un peu moins. Donc, en fait, vous soulevez un grand problème, c'est l'éthique de la police. Est-ce qu'une éthique de la police existe? Quel serait le comportement correct des policiers que vous envisagez? C'est vrai, dans mes 3 personnages, les 3 sont totalement différents, hein. On a Christ Cochon Rose qui est vraiment
racaille de la police. Et malheureusement, ce personnage existe dans presque chaque quartier dans nos banlieues. Après, on a Guada, qui est le personnage qui a grandi dans la banlieue, qui est dans la police et qui essaye à chaque fois de calmer le jeu. On a le nouveau personnage aussi qui arrive, qui est nouveau et qui essaie de bien faire son travail. Mais malheureusement, il se retrouve dans un engrenage. Et malheureusement, oui, ils sont tous différents. Et c'est pas Chris, quand on prend le personnage de Chris, oui, c'est sûr que c'est pas un exemple. C'est pas ce genre de policier qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir une police qui fasse son travail normalement, à l'image du personnage de Damien Bonnard qui débarque de la campagne et qui va essayer de faire son travail normalement. Mais malheureusement, quand on arrive, il y a un système qui est déjà mis en place, il y a déjà tout un système qui est mis en place de la police où ils se pensent tout permis, où ils se pensent qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent tout se permettre. Et c'est ce qui fait que malheureusement, souvent, ça part en vrille dans les cités parce qu'on a affaire à des policiers qui se comportent très, très mal. Et tant qu'il y aura des policiers comme ça, les choses feront que de s'empirer. Dunque sì, effettivamente sono tutti diversi i miei personaggi, ce n'è uno che proprio veramente rappresenta il peggio, la feccia, Chris, e purtroppo di poliziotti così ne esiste uno in ogni quartiere, insomma, sono molto comuni. E poi c'è il personaggio di Guadà che invece è cresciuto lì e cerca, diciamo, di calmare le acque, di mediare, e poi c'è la recluta che però si trova preso nella morsa, insomma, stritolato dagli ingranaggi. Sono tutti diversi, non so se lui sia proprio un esempio, se ho capito bene, perché qui ho sentito un po' confusamente, adesso glielo richiedo, non so se sia veramente un esempio il personaggio di Chris, però certo vorremmo avere dei poliziotti che fanno come lui il loro lavoro normalmente, senza invece cadere appunto in questo sistema collaudato per cui la polizia pensa che abbia di avere tutti i diritti, che tutto sia permesso, et quindi la situation dégénère. J'ai bien compris, vous avez dit que Chris n'est peut-être pas tout à fait un exemple, mais c'est quand même ce qu'on espère de la part de la police. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Chris, c'est pas un exemple. Malheureusement, des policiers comme ça, il y en a dans pratiquement toutes les cités, et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Non, je parle du nouveau venu, je parle du dernier venu. Ah oui. Ouais, le nouveau, oui, bien sûr. On aimerait avoir une police normale qui fasse son travail normalement et qui ne se prenne pas pour des cow-boys. Et Pento, quand il arrive, il essaye de faire son travail normalement, mais malheureusement, il va se retrouver confronté à ses collègues. Ok, no, vabbè, era corretto, insomma, sì, è così. Allora, dopo Alessandra, Giuseppe Fantasia. Buongiorno, mi sentite? Pronto? Ecco. No. Mi sentite? Sì, perfettamente. Eccoci. Allora, io ho letto che il presidente Macron ha visto il film, volevo sapere che cosa pensa di lui, del suo presidente, che cosa si augura che farà in merito a questa problematica e a queste problematiche. Grazie. Alors, j'ai lu que Macron aurait vu votre film. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Macron et qu'est-ce que vous souhaitez de sa part, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il fasse pour faire face à cette situation. C'est vrai que le président avait vu le film, il a été bouleversé par la justesse du film, il a même demandé à ses ministres de trouver des solutions pour aider les banlieues. Et voilà, c'est vraiment à l'image de nos politiques, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils nous disent qu'ils comprennent, qu'ils vont essayer de trouver des solutions, mais ça fait 30 ans qu'ils ne foutent rien. Là encore, il nous a dit qu'il a vu le film, qu'il a compris qu'il allait faire bouger les lignes, et finalement, il n'y a rien qui a été fait. Au contraire, on a pu le voir avec la crise, on a été une fois de plus abandonné. Clairement, abandonné, mis à part envoyer des policiers pour tabasser les habitants des banlieues, il n'y a rien qui a été fait. Donc, une fois de plus, oui, les cultivateurs, je l'ai dit, une fois de plus, ils sont les premiers responsables parce que c'est à eux de trouver des solutions et finalement, ils apportent rien. Allora, sì, pardon. Vous devez terminer? No. Ok.
Allora, è vero, Macron ha visto il film, è rimasto sconvolto, come dire, dall'esattezza del tono e della rappresentazione, ha subito chiesto ai suoi ministri di trovare una soluzione, ma insomma è proprio l'immagine stessa dei nostri politici che da 30 anni si sgolano a dire che insomma basta, bisogna fare qualcosa, però poi invece non fanno niente. Ecco, siamo stati abbandonati una volta di più, l'unica cosa che abbiamo visto arrivare erano dei poliziotti per picchiare gli abitanti delle città, ma questo è tutto quello che sono capaci di fare, quindi non mi aspetto più nulla. Non mi aspetto più nulla, l'ho aggiunto io, ma credo di poter interpretare, non lo ha detto letteralmente, però scusate. Grazie. Arianna Finos. Fulvia, ti vedo molto ilare per la mia traduzione. Arianna, non ti sento, non hai la voce. Eccoci qua. Ecco. Capito? Ok? Sì. Mi sentite? Sì. Avevo capito che ce l'ho privato il microfono, scusate. Allora, la mia domanda è questa: da cineasta in questo momento, ovviamente c'è stato il lockdown, ma sta studiando, sta elaborando, ha preso della documentazione, cioè pensa che da questa esperienza riuscirà a trasformarla in un documentario, in un film, a che cosa sta, in un progetto? Perfetto, grazie. La question c'est simple. Est-ce que vous, maintenant, en tant que cinéaste, vous êtes en train de travailler sur cette situation? Est-ce que vous êtes en train de tourner quelque chose, de vous documenter, d'élaborer un sujet? Enfin, est-ce que vous êtes au travail sur ça? Est-ce que vous pensez que vous allez raconter ça dans un film ou dans un documentaire? Bah oui, parce que je fais un documentaire, parce que j'étais sur un documentaire depuis quelques mois où je fais un film sur l'école de cinéma qu'on a créée. Et effectivement, dans ce documentaire, il y a une séquence où on parle de cette période, de tout ce qui se passe durant ce confinement. Donc, je le traite dans une petite séquence dans un documentaire. Et à côté de ça, je fais aussi un petit film très court où je vais parler du confinement. Donc, lui, je vais le traiter dans un film, voire dans 2 films. Je me permets d'ajouter quelque chose à la question de madame. Le petit film, c'est un court-métrage, mais c'est fiction ou documentaire? Fiction. C'est une fiction. Ça fait partie de ces petits films que la Cinémathèque française a demandé au metteur en scène? Non. Non, rien à voir. Rien à voir, ok. Rien à voir, non. Et pardon, l'école dont vous parlez, c'est une école que vous avez créée en banlieue, à Saint-Denis, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça, l'école Courtrajmi. Allora, dice sì, sto facendo da qualche mese un documentario sulla scuola di cinema che ho creato, che ho messo in piedi appunto nel quartiere, e in questo documentario c'è appunto una sequenza in cui si parla di questo periodo, quindi sì, questo periodo entrerà nel lavoro che sto facendo, e poi c'è anche un piccolo cortometraggio di finzione che sto girando in cui parlo appunto del confinamento. Non ha detto altro. Michela Greco. Michela? Mi sentite? Sì, ma non ti vedo, però ti sento. Ci sono, va bene, eccomi, buongiorno. Ciao. Allora, io volevo chiedere, c'è una scena, penso, importante nel film dove il nuovo arrivato cerca di calmare le acque e dice c'è il rischio che esplodano le rivolte come nel 2005, a che cosa è servito? Poi, insomma, le esplosioni ce ne sono state, ce ne sono, cioè il rischio è sempre forte. A cosa serve? Cosa succede dopo? Nel senso che mi sembra che lui sia molto negativo, spesso succede che c'è un aumento della repressione, ma ci sono altre cose. Cosa succede dopo? A cosa servono quando esplodono queste rivolte? Allora, il y a une scène très importante dans le film quand le nouveau policier, disons le dernier venu, essaye de calmer les choses en se disant, bon, là on risque une révolte comme en 2005. Alors on se pose le problème, à quoi ça sert? Il y a déjà eu une révolte en 2005, elle est servie à quoi? Qu'est-ce qui se passe après?
j'ai l'impression que vous êtes très négatif, mais quand même, ça doit bien servir à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous envisagez ensuite? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Qu'est-ce que ces révoltes, elles devraient mener à quoi? Michele, ho capito bene la tua domanda. Monsieur Lee. Monsieur Lee? Hai il microfono spento, credo, eh? Oui, je vous vois maintenant. Oui, pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est-à-dire, il y a un moment dans le film où le troisième policier essaye de calmer les autres en disant on a déjà eu une révolte en 2005, ça servir à quoi si on refait les mêmes erreurs? Et en fait, ces révoltes qui continuent à se produire, on a l'impression qu'elles ne servent à rien. Et vous aussi, vous avez l'air très négatif à ce propos. Donc, bah oui, c'est vrai que on a eu quand même les révoltes en 2005, qui reste quand même un fait historique. On a toutes les banlieues qui se sont révoltées pendant quasiment un mois, et on se rend compte que malgré toute cette révolte, malgré le fait que ces habitants exprimaient leur colère, les choses n'ont pas évolué plus que ça. On s'est dit peut-être qu'après les révoltes, les choses allaient changer, que le gouvernement allait se rendre compte qu'il y avait des vrais problèmes et qu'il y avait une vraie douleur, mais finalement, on s'est rendu compte que tout ça pour rien, quoi. Il y a eu des émeutes, il y a eu plein de promesses qui ont été faites derrière, et finalement, les promesses n'ont jamais été tenues. Donc, est-ce que ça vaut le coup de refaire des émeutes, et si c'est pour que les choses n'évoluent pas? Voilà, c'est pour ça qu'on se posait la question dans le film. On a eu 2005, et 2005, après 2005, on a continué à avoir des violences policières, on a continué à avoir plein d'injustices. Donc, oui, les émeutes de 2005, on a l'impression qu'elles n'ont pas servi à grand-chose. Dunque, allora sì, è vero, ci sono state queste rivolte, le rivolte del 2005 sono un fatto proprio storico, tutte le banlieue si sono rivoltate al tempo stesso e per un mese hanno espresso la loro rabbia, insomma, però poi non è cambiato molto. Pensavamo che il governo avesse visto il dolore, insomma, veramente i problemi di queste zone, però poi nessuna promessa è stata mantenuta. A cosa servono? Alla fine non a molto, perché poi la violenza delle polizie continua, insomma, non cambia mai niente. Alessandra Magliaro. Alessandra? Eccola. Buongiorno. Ciao. Allora, io volevo chiedere, nessuno di noi, diciamo, ha una ricetta per questo che sta accadendo, no? E però c'è un grande dibattito e mi interessa sapere, diciamo, l'opinione di una persona che ha dimostrato con questo bellissimo film una grande sensibilità. Ci servirà qualcosa? Sarà una lezione per il futuro? C'è chi dice ripartiamo da dove stavamo, chi invece dice, proprio un'opinione spaccata a metà, e chi dice no, approfittiamo di questo periodo per cambiare il futuro. Lui da che parte sta? Donc, aucun de nous, évidemment, n'a une recette pour la période qu'on vit maintenant, mais il y a un grand débat dont je voudrais votre opinion, puisque avec le film magnifique que vous avez fait, vous avez démontré une sensibilité tout à fait spéciale. Alors, est-ce que cela va nous servir? En quoi cela va nous servir dans l'avenir? Est-ce qu'il faudra revenir à ce qu'on avait avant, ou est-ce qu'il faut tout changer? Parce qu'il y a un peu opposé, vous êtes de quel côté? Moi, je pars du principe que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce qu'on a pu le voir déjà, nous, dans le quartier, une vraie solidarité qui s'est mise en place, une vraie organisation qui s'est mise en place. Les gens viennent en aide à leurs prochains, et c'est un truc qui avait été un peu oublié dans ce pays, malheureusement. Donc, j'espère qu'avec cette crise, les choses vont changer, qu'on va commencer à réfléchir autrement, qu'on va penser avant tout à l'humain, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste où c'est l'argent avant tout, c'est le pouvoir avant tout. Et avec cette crise, on s'est rendu compte, finalement, là, face à cette crise, on est tous égaux, hein, n'importe qui peut l'attraper. On a beau avoir le pouvoir, avoir beaucoup d'argent, quand on doit
l'attraper, on l'attrape. Donc j'espère que ça fera vraiment changer ce système, vraiment. J'espère que c'est la fin d'une ère et qu'on va partir sur autre chose. Mais en même temps, je me dis, l'homme, il est tellement dans la folie que dans quelques mois, il aura oublié et reprendra ses mauvaises habitudes, malheureusement. Dunque, ma parto dal principio che non tutti i mali vengono per nuocere, che in questo caso una cosa negativa può portare a qualcosa di positivo. Abbiamo visto molta gente aiutare i propri vicini, insomma la gente ha ricominciato ad aiutare il suo prossimo, ecco, una massima che avevamo un po' dimenticato. E quindi spero che con questa crisi le cose cambieranno veramente, è l'occasione per cambiare. Viviamo in un mondo capitalista, ma questo virus, come dire, ignora poi, qui non sono sicuro di aver capito bene, adesso gli richiederò perché era, scusate, ho sentito proprio male la frase. Comunque se ho capito bene questa malattia poi può colpire chiunque, quindi in questo senso spero che sia veramente la fine di un'era e che ripartiremo in una direzione diversa, anche se è vero che l'umanità è talmente folle che insomma il rischio è che dimentichi presto tutto questo e ricada negli stessi errori. Monsieur Lee, je n'ai pas bien compris quand vous parliez du monde capitaliste. Si j'ai bien compris, vous avez dit on pense que l'argent peut tout, mais dans ce cas, non, puisque le virus, il ne connaît pas Exactement. de... Ça veut dire même les plus riches, bah, quand tu atteins du virus, tu atteins des virus. Il n'y a plus de classe sociale ou quoi que ce soit. Donc, c'est une crise qui touche le monde entier. E malgré il pouvoir, malgré l'argent, on ne peut pas y échapper, quoi. Dunque sì, esattamente questo, è una crisi che tocca tutti, insomma anche i più ricchi, poi se ti prendi il virus, non conosce distinzioni di classe sociale o di potere. Cristiana Paternò, dovrebbe essere il turno di Cristiana. Sì, eccomi, buongiorno. Allora, un aspetto che mi interessa, sempre parlando di coltivatori, cattivi coltivatori, buoni coltivatori, è quello, al di là diciamo della polizia e quindi degli abusi di questo potere che viene dallo Stato, che viene da fuori, è dei poteri interni al quartiere. Perché c'è tutta una scala diciamo appunto di poteri. Questo quartiere viene anche gestito dal suo interno. E tra questi un ruolo importante e significativo è quello del rappresentante del mondo islamico, che poi sembra essere l'unico ad avere, diciamo, anche oltre che un desiderio di potere, anche un desiderio di trasmettere dei principi, dei valori, delle idealità. Mi piacerebbe che approfondisse un po' questo aspetto. Chiarissimo. Chiaro, no? Chiarissimo, grazie Cristiane. Prego. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse puisqu'on parle de bons et de mauvais cultivateurs. Alors je voudrais parler aussi des pouvoirs, disons de la division des pouvoirs à l'intérieur du quartier, de la cité. Parce que le pouvoir, il est aussi géré par les habitants du quartier, au moins en partie. Et le représentant du monde islamique, notamment, semble avoir un rôle assez spécial. C'est le seul qui a non seulement un désir de pouvoir, mais un désir de transmission. Il veut transmettre des valeurs, des principes. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Bah, moi, je pars du principe, à partir du moment où il y a un territoire qui est abandonné par les pouvoirs publics, bah, il y a d'autres personnes qui se l'accaparent. Et ce que ça montre un peu dans mon film, c'est que aujourd'hui, bah, le gouvernement n'est plus présent dans ces quartiers, bah, les habitants s'organisent au mieux pour vivre le mieux possible quelque part. Donc, on voit très bien qu'il y a toute une organisation qui est mise en place entre le maire, la pince, les religieux, etc. Donc, les gens s'organisent comme ils peuvent pour vivre au mieux. Et c'est vrai que quand on parle des religieux, oui, c'est vrai que les religieux ont un rôle important, un vrai rôle social dans le quartier, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur ces personnes, sur cette religion. Bah non, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des gens qui vont engrainer la jeunesse à aller faire les djihad, ce sont juste des personnes qui y vivent
et qui font le bien et qui ont un vrai rôle social. On peut le voir dans la séquence avec les gamins, ils vont les voir pour leur dire de faire moins de bruit parce qu'ils gênent le voisinage. Basta. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une certaine image des religieux, de l'islam. On fait souvent l'amalgame entre islam et terrorisme. C'est un jeu qui est très, très dangereux. Moi, ce que j'explique dans mon film, c'est qu'ils ont un rôle important, ils ont un vrai rôle social dans le quartier, et c'est des gens respectables. Ok. Allora, ma a partire dal momento in cui un territorio viene abbandonato dai poteri pubblici, c'è qualcuno che si accaparra questo potere e che cerca di gestirlo come può, come meglio può. Gli abitanti si organizzano per gestire la situazione, lo vediamo col personaggio del sindaco e con un altro personaggio che non ho capito, ora gli chiederò. Il rappresentante del mondo islamico ha un vero ruolo nel quartiere, bisogna appunto abbandonare i luoghi comuni, insomma, non bisogna accettare l'idea che tutti gli islamici siano terroristi o che i giovani islamici siano poi pronti a partire per fare la guerra santa, il jihad. È gente che si impegna nel quartiere, che fa di tutto per vivere meglio, magari dice ai bambini di non fare rumore e insomma basta. È molto pericoloso appunto assimilare Islam e terrorismo. Personaggi come quello del rappresentante del mondo islamico hanno un vero ruolo nella vita del quartiere e bisogna riconoscerli. Monsieur Lee, je n'ai pas compris, quand vous parliez, vous avez cité deux personnages, le maire, et puis il y a un mot que je n'ai pas compris, désolé, vous avez dit? Il y avait la pince, mais je décrivais les différents personnages du film. C'est quoi la pince? La pince, c'était le trafiquant du quartier. D'accord. Un des personnages, quoi. Ok, merci. E sì, l'altro personaggio di cui parlava era il trafficante del quartiere, il capo dei trafficanti, oltre al sindaco, il trafficante. Federico Pontiggia. Ciao, buongiorno a tutti. Avevo due brevi domande. La prima, se oggi in Francia è più ignoto il destino, la realtà delle banlieue o Victor Hugo da cui ha preso il titolo, e la seconda, ha trionfato i César, sono stati soprattutto i César però delle polemiche per Polanski, cosa ne pensa? Donc, deux questions. D'abord, est-ce qu'en France, aujourd'hui, c'est la vie dans les banlieues qui est inconnue ou c'est plutôt Victor Hugo qui a été oublié? Lequel des deux a été est le moins connu des Français d'aujourd'hui? Ensuite, bon, les Césars, oui, vous avez triomphé au César, mais il y a quand même, les Césars ont été marqués par les polémiques autour de Polanski. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Polanski, non, c'est vrai que il y a eu toute cette histoire autour de Roman Polanski, etc., etc. Bon, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Hein. S'il a fait des conneries, il doit être jugé, et s'il est reconnu coupable, il doit payer. Basta. Voilà, maintenant, après, les Césars, bon, ils en ont profité pour en faire une tribune politique. Moi, ce que je retiens, c'est que on a gagné le meilleur film, on a remporté 4 Césars, voilà, et c'est ça le plus important. Après, Polanski, j'ai envie de dire, j'en ai un peu rien à foutre. S'il a fait une connerie, que la justice fasse son travail. Et donc, la première question, c'était... Est-ce que les banlieues, enfin, qui est le banlieue, disons, des Français d'aujourd'hui, Victor Hugo ou les banlieues? Non, Victor Hugo, ça reste quand même une référence importante partout en France et même dans les banlieues. Clairement, c'est un auteur qui est connu, qui est respecté. Donc oui, Victor Hugo, ça reste quand même une figure très, très importante. Dunque, comincio dalla prima, anche se l'ha risposto dopo. Victor Hugo resta... No, Victor Hugo resta un riferimento molto importante anche nelle banlieue, insomma, è ancora molto conosciuto e importante anche per noi, non è dimenticato. Quanto a Polanski, ma non so cosa dire, è vero che ci sono state tutte queste storie, sì, insomma, non ho un'opinione speciale al riguardo. Se ha fatto delle cazzate deve essere giudicato
e pagare, insomma, punto e basta. Poi i César certo ne hanno approfittato per fare, come dire, per dare un tono politico a tutta la cerimonia, ma insomma noi abbiamo vinto 4 César, tra cui quello del miglior film, questo è quello che conta. Polanski al limite non me ne frega molto, insomma, se ha sbagliato che paghi, che la giustizia faccia il suo corso, non mi riguarda. Eugenio Renzi. Je vais mettre à activer le son. Est-ce que mi senti? Sì, se vuoi fare la domanda in francese, essendo tu francese, io poi la traduco. D'accord, ok. Monsieur Lachdy, vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai une question sur le temps du film, la temporalité du film. Il me semble que vous avez vraiment choisi de recueillir toutes ces choses qui arrivent au personnage et qui peut-être viennent de vos souvenirs dans une temporalité très, très étroite. Ce qui d'ailleurs me semble être plus ou moins dans la tradition des films, disons, qui se tournent un peu en banlieue. Alors je voulais savoir pourquoi ce choix comme ça, de recueillir tout et de faire tout dans, j'ai plus 24 heures, 48 heures, je suis même pas sûr, disons, de savoir exactement quelle est la temporalité du film, mais vous me direz. Merci. Dunque, no, attendez, je dois traduire, monsieur Lim, un secondo. La mia domanda è sul tempo del film, sulla temporalità. Avete scelto di concentrare tutto ciò che succede ai personaggi in un lasso di tempo molto stretto, come è un po' tradizione nei film sulla banlieue, 24, forse 48 ore, non so bene, anzi le chiederei di dirci esattamente quanto tempo passa, e mi chiedevo il perché di questa scelta. Monsieur Lee, à vous la parole. Alors, pourquoi cette temporalité? Pour moi, c'était important. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à raconter dans ce film, sachant que ça reste un premier volet avec Les Misérables, ça sur 3 volets. Donc, pour moi, c'était important de me dire que cette histoire allait se dérouler sur une journée, sur 24 heures, bon, un peu plus, parce que on part du principe que ça reste sur 24 heures. Pour moi, c'était important de me dire que tout allait se passer sur cette journée-là, parce que déjà d'une, j'ai voulu maintenir une certaine tension, une certaine pression. Voilà, clairement, c'est un nouveau qui débarque et en une journée, ce qui va lui arriver, ça va le marquer. Donc, j'ai voulu surtout raconter cette histoire dans un laps de temps pour garder cette tension, parce que malheureusement, dans ces quartiers, en une journée, il peut se passer énormément de choses. Et donc, oui, c'était un choix à l'écriture de se dire qu'on allait garder ça. Après, c'est pas que dans les films de banlieue. Après, moi, je me suis vachement inspiré de Training Day avec Denzel Washington. Et pareil, c'est une histoire qui se déroule en 24 heures. Et ça permet de garder une certaine tension. Et moi, le film, comme on a pu le voir, de la première séquence jusqu'au début, il y a une tension qui est là et qui ne redescend pas. Et c'était une volonté de raconter ça en une journée. Sì. Dunque, allora perché una scelta così? Per me era importante, avevo molte cose da raccontare ed era importante quindi concentrarmi in un arco di tempo limitato, sono 24 ore, tutto doveva succedere in quella giornata, volevo mantenere la tensione il più alta possibile, quindi raccontare la storia di questo novellino che capita veramente di tutto era un modo per mostrare appunto tutto quello che può accadere in banlieue. E poi mi sono anche ispirato abbastanza a Training Day, il film con Denzel Washington, anche lì c'è una tensione costante fin dalla prima scena che non scende mai. Ecco, quello è stato un po' il modello. Gloria Satta. Gloria? Voilà. Je pose la question en français si ça marche. Donc, je voudrais demander à Monsieur Lajili, votre film a été vendu dans le monde entier. Quel est le pays, à votre avis, qui a le mieux compris le film? Et par rapport aux États-Unis, à l'Oscar, vous avez été finaliste aux Oscars. Est-ce que vous avez déjà reçu des propositions de tourner aux États-Unis? Et au cas où, est-ce que vous seriez tenté de tourner un film aux États-Unis? Merci. Dunque, il vostro film è stato venduto ovunque, Les Misérables, nel mondo, ma qual è il paese che l'ha capito meglio il film, secondo lei? E poi è stato finalista agli Oscar, ma ha ricevuto delle proposte dagli Stati Uniti, le hanno proposto di lavorare lì, e se questo accadesse lei sarebbe tentato di farlo, di accettare?
Alors, c'est vrai que le film a été vendu dans le monde entier. C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu des retours incroyables. Après, j'ai pas un pays précis, mais je vous dis, à chaque fois qu'on l'a présenté dans un pays, bah, il y a eu des retours incroyables. Les gens ont été marqués par ce film. Et j'ai un souvenir notamment à Sarajevo, où on a fait une projection devant 3000 personnes et le film a été mais super bien reçu, super bien compris. Et dans plein de pays, même en Corée du Sud, on a fait une projection devant 3000 personnes et les retours étaient vraiment incroyables. Et c'était quoi la deuxième question, pardon? Si vous avez eu des propositions des États-Unis. Ah oui, les États-Unis, bah oui, bah c'est vrai, Oui. même aux États-Unis, c'est vrai que le film a été super bien accueilli et c'est vrai que depuis, on a eu plein de propositions, énormément de propositions aux États-Unis, hein. Clairement, moi, j'ai mon agent qui est là-bas et encore jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête pas le nombre de projets qu'on me propose. Mais pour l'instant, je pars du principe que je refuse tout ce qu'on me propose. Clairement, on m'a proposé des séries énormes, on m'a même proposé de faire un Marvel que j'ai refusé. Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment sur la suite des Misérables. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Après, je ferme pas la porte. Bien sûr que à la longue, peut-être que j'aimerais faire des films aux États-Unis, mais aujourd'hui, dans un premier temps, c'est pas ma priorité. Dunque, allora sì, ho avuto una quantità incredibile di proposte dagli Stati Uniti, ho il mio agente lì, mi hanno proposto veramente di tutto, anche delle serie enormi, addirittura un film della Marvel, ma ho sempre evitato perché il mio obiettivo in questo momento è dire no a tutto, voglio concentrarmi sul seguito dei Misérables e questa è la mia priorità, è quello che mi interessa. Poi certo, forse alla lunga, chi lo sa, avrò voglia magari di fare dei film negli Stati Uniti, non escludo niente, però insomma per il momento no, non è proprio nelle mie priorità. Dopo Gloria c'è Tommaso Tocci. Tommaso? Allora, ciao Fabio. Dunque, per lui finora nella sua storia il cinema è stato molto valore di testimonianza verso l'esterno e di attivismo all'interno, perché il fatto di filmare la polizia. Volevo chiedergli, con questo film invece, lavorare più su alcune minuzie della storia, come ad esempio lavorare con i bambini. Allora, cosa cercavano in questi screen test che hanno fatto sui bambini del luogo, come ci ha parlato durante le riprese, visto che non gli dava la sceneggiatura ovviamente. Scusami, se ho capito bene, tu parli anche dei film precedenti, cioè tu dici No, diciamo nella sua carriera, nella sua attività di documentario. Ok, sì, quindi ho capito bene. Donc, jusqu'à présent, vous avez le cinéma pour vous, c'est surtout un travail de témoignage, disons, vers l'extérieur et un travail d'activiste vers l'intérieur, puisque vous avez raconté votre propre cité. Mais là, vous avez travaillé aussi sur des détails très menus, comme par exemple le travail avec les enfants. Alors, comment avez-vous travaillé avec eux, puisqu'en plus, ils ne connaissaient pas le texte de la scène qu'ils jouaient avant, et qu'est-ce que vous cherchez quand vous avez choisi les figurants et les personnages? Alors, qu'est-ce que je cherchais? Bah, déjà, pour moi, c'était important de travailler avec les habitants de ce quartier. Comme je dis, moi, ça fait plus de 20 ans que je tourne ici. Donc, j'avais déjà cette volonté d'impliquer les habitants et notamment les gamins. Parce que c'est un film qui parle avant tout de l'enfance, hein, faut pas l'oublier. C'est un film qui parle de l'enfance, c'est un film qui interroge en tout cas sur l'avenir de cette jeunesse. Donc, c'était important de les impliquer. Et c'est vrai que la plupart n'avaient jamais fait de film, n'avaient jamais fait de cinéma. Donc, pour eux aussi, c'était une découverte. Et pour moi, c'était surtout un pari de me dire que j'allais prendre des jeunes ici de ce quartier qui avaient zéro expérience, qui n'avaient jamais fait de cinéma, et de les transformer et faire en sorte qu'ils soient très bons. Et en même temps, j'avais cette volonté de travailler avec des amateurs et des professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels dans le film. Et pourquoi ces amateurs? Parce que moi, je cherchais aussi ce côté très, très authentique, quoi, très vrai, très réel. Et qui plus que ces gamins qui habitent dans ce quartier, limite qui jouent leur propre rôle pour faire ce rôle-là. Donc, j'avais besoin de ce côté authentique et
très vrai des gamins, quoi, et très sincère. Avant de traduire, une précisation, vous avez bien dit donc, que même parmi les adultes, vous avez mélangé des acteurs professionnels à des non Totalement, professionnels. totalement. Un souci d'authenticité. D'accord, merci. Si je voulais avoir le côté authentique et réel, il fallait travailler avec des gens qui connaissent le terrain. Ok. Bah, per me era molto importante lavorare con gli abitanti del quartiere, sono già 20 anni che lo faccio e volevo coinvolgerli il più possibile. Non bisogna dimenticare che questo film parla soprattutto dell'infanzia, del loro destino, insomma, che è importante sottolinearlo. Mi interrogo sull'avvenire di questi bambini e la scommessa era proprio appunto prendere dei bambini senza nessuna esperienza e farne degli ottimi attori, così come poi nel resto del cast ho mescolato volutamente grandi professionisti, insomma attori professionisti a non professionisti, proprio per avere la loro verità, per avere l'autenticità che potevano portare al film. Stefania Ulivi, è venuto il tuo momento finalmente, last but not least. Incredibile, non ci speravo, buongiorno. Poi non so, anzi scusa, mi porto avanti, chiedo alle grandi cape sopra di noi, ma abbiamo tempo per andare avanti? C'è un secondo giro di domande? Si fa un'estrazione a sorte? Decido io arbitrariamente? Scherzo? Come si fa? Io direi che se qualcuno ha delle domande, ancora 2 o 3 domande le possiamo fare e magari me le scrivete, o a me o a Federica. Quindi voi scrivete a lei, ok. Stefania, vai. Allora, buongiorno, io la domanda che volevo fare è questa. Il film ha avuto un importantissimo premio a Cannes, l'anno scorso fin dalla prima proiezione si era capito che sarebbe stato uno dei film importanti di quell'edizione, infatti grazie anche al risalto e all'attenzione in un festival importante come Cannes, il film ha girato il mondo e continua a farlo nonostante questa pandemia. Oggi proprio sarebbe stato il nostro primo giorno operativo a Cannes. Come pensa che questa situazione generale possa impattare sul futuro di film, soprattutto di autori fuori dai canali classici, dai canali più ovvi, che evidentemente vivono i festival come possibilità di lancio e di farsi conoscere? Teme che avendo poi un'idea di cinema anche molto collettiva e di condivisione, l'isolamento, per quanto durerà, ma comunque la necessità di trovare altre modalità nell'immediato possano tarpare le ali in generale a un cinema indipendente e autori non convenzionali? Della mancanza di festival, insomma, la crisi dei festival. Questo? Sì. Donc, alors, l'année dernière à Cannes, votre film a gagné un prix très important, mais on avait compris dès la première projection que c'était un des événements marquants de l'année, et c'est grâce au Festival de Cannes aussi que le film a si bien marché partout dans le monde, qu'il a fait vraiment le tour de la planète. Alors là, aujourd'hui, ça aurait dû être notre première journée à Cannes, et en fait, on est là, le festival n'a pas lieu. Quel sera l'impact, à votre avis, de tout cela sur les films, disons les films d'auteur, les films plus difficiles, les films qui ne sont pas garantis a priori, enfin qui doivent se faire connaître justement à travers le festival? Est-ce que le fait que les festivals sont obligés de fermer, enfin de ne pas avoir lieu cette année, aura un impact sur le cinéma, disons, indépendant? Bah oui, je pense que oui. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le cinéma en général. On peut le voir ici en France, on a plein de boîtes de production, de boîtes de distribution qui sont vraiment à la gorge, qui sont en difficulté, qui se demandent s'ils vont pouvoir tenir ou est-ce qu'ils vont faire faillite. Et malheureusement, oui, le cinéma a pris un coup. Toutes les salles de cinéma sont fermées aujourd'hui. La plupart des tournages en cours, les tournages à venir sont annulés. Donc oui, c'est catastrophique pour le cinéma. Le Festival de Cannes qui reste quand même une vitrine mondiale du cinéma qui est annulé. Les films qui étaient sélectionnés, malheureusement, ne pourront pas être présentés. Je ne parle même pas de l'avenir, de ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est sûr que les films d'auteur, ça va être de plus en plus compliqué. Déjà que ce n'était pas facile pour des petits films pas très chers, des petits films d'auteur. Mais je pense aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur. On a pu le constater, hein, nous on le voit là tous les jours, toutes les boîtes sont vraiment
sont vraiment limite en dépression, quoi. Les gens se posent des questions, tout est à l'arrêt et c'est une vraie catastrophe pour le cinéma. Allora, certo è una catastrofe per il cinema in generale, già in atto questa catastrofe, anche in Francia molte case di produzione sono proprio alla canna del gas, si chiedono se reggeranno o falliranno, i cinema sono chiusi, la gran parte delle riprese previste dei film sono state annullate, è proprio una catastrofe. Poi Cannes è una vetrina mondiale, insomma, importantissima, è stato annullato. Ora non voglio neanche pensare a quello che succederà nei prossimi anni, ma per i film d'autore certo sarà sempre più dura, lo vediamo già fin d'ora, lo vediamo, come dire, nella nostra vita di tutti i giorni già adesso. Mentre voi inviate... Scusa Fabio, scusami Sì. tanto, non è una domanda ma una precisazione. Lui ha detto che sta lavorando al sequel, al seguito. Era quello che infatti volevo chiedere, che ha parlato di Premier Volé, era esattamente... Grazie. Dimmi, questo? Sì, grazie. Ma se ho capito bene è anche una trilogia, quindi sì, per compléter, almeno per chiudere quello che ci siamo detti finora. Monsieur Lee, vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'est le premier volet d'une trilogie, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux quels seront les 2 prochains chapitres? Quel est, si vous avez déjà, bon, pas de date évidemment, puisque personne n'a de date, mais s'il y a quelque chose de prévu, si vous avez fait un le personnage apparaîtront, ou enfin, de quoi s'agit-il? Alors, c'est vrai que Les Misérables, ce sera sur 3 volets. Ce sera sur 3 volets. Là, on a eu le premier volet qui est Les Misérables, qui est actuel, qui parle de ces 10 dernières années, on va dire. Et l'idée de cette trilogie, c'est de raconter ces territoires, cette banlieue sur ces 30 dernières années. Et chaque film correspondra à peu près à 10 années. Donc là, Les Misérables, on était à peu près entre 2010 et 2020. Le prochain volet qui sera plus un film politique, un biopic sur l'ancien maire de la ville, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Claude Dillain. Donc, ce sera un biopic sur le parcours de cet homme dans ce quartier. Ensuite, là, donc, on sera plus dans les années 2005 avec les révoltes de 2005, avec toutes les émeutes qu'on puisse passer. Donc, c'est ce qu'on va raconter à travers le personnage du maire. Et ensuite, on aura un 3e volet, là où on sera plus dans les années 90. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de raconter cette banlieue sur ces 30 dernières années. Avant de traduire, je n'ai pas compris, excusez-moi, le nom du maire des années... Claude Dillain. Claude Dillain. Le maire Dillain. C'était l'ancien maire de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Dunque, ma sì, I Miserabili appunto inaugura una trilogia, il primo, Il Miserabile, naturalmente siamo negli anni, diciamo, fra il 2010 e il 2020, quindi insomma l'attualità oggi. Poi ci sarà un film più politico che torna un po' più indietro sarà una specie di biopic sul sindaco di Clichy-sous-Bois di quegli anni, quindi anche durante la rivolta del 2005, che si chiamava Claude Dillain. Non ho idea di come si scriva, bisognerà poi chiederglielo o fare delle ricerche, e quindi vedremo le rivolte, le sommosse di quegli anni attraverso i suoi occhi. Il 3° episodio ci porterà addirittura negli anni 90, ma non ha detto altro. Quindi se avete altre domande. Fabio, l'ultima domanda, mi sentite? Sì. L'ultima domanda arriva da Beatrice Bertuccioli, adesso te la dico, poi ti chiederei di aprire, diciamo, il microfono per Andrea Occhipinti che ci ha raggiunto, così chiude Andrea. La domanda di Beatrice è: come sono oggi i rapporti con gli abitanti di Montfermeil, se è visto come un modello da emulare o altro? Lui, dice, se lui, Legi, è visto come un modello. Alors, il y a une dernière question de Madame Bertuccioli qui vous demande quels sont aujourd'hui vos rapports avec les habitants de Montfermeil, comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'on vous voit un peu comme un modèle, comme quelqu'un qu'il faut peut-être même imiter? Non, bah, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, les gens sont assez fiers de tout ce parcours, c'est sûr. Mais bon, après, je garde de très bons rapports avec les habitants. Moi, j'y habite toujours. Ça change pas, quoi. Enfin, je veux dire, la vie suit son cours, quoi.
Et c'est vrai, les rapports sont plutôt cool. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Les gens sont très contents et très fiers de tout ça. Et le fait que je suis toujours là et que le fait de pas être parti du quartier, c'est vrai que les gens apprécient vachement. Ouais. Ma cosa devo dire? Insomma, le cose vanno molto, insomma, è molto bello, funziona tutto molto bene con tutto quello che è successo. La gente del quartiere è molto fiera, insomma, del percorso che abbiamo fatto. I miei rapporti con loro sono molto cool, anche perché non sono andato via, sono rimasto a vivere lì, e questa è una cosa che apprezzano molto e che fa veramente la differenza. Dunque, parola, aspettiamo Andrea Occhipinti. Se ho capito bene, non abbiamo tempo per altre domande, vero? Dipende da lui, nel senso... Monsieur Lee, est-ce que vous nous donnez encore un petit peu de temps pour quelques dernières questions ou... Oui, allez-y. On s'arrête là? Oui, oui, sì. Per lui non ci sono problemi, quindi adesso come... chi fa la domanda, come scegliamo? Questo... Tanto magari chiederei ad Andrea se ci raggiunge. Alors, il y a Andrea Occhipinti, le distributeur de Lucky Red, qui distribue votre film en Italie, qui veut intervenir, qui veut vous saluer. Ok. Ah. Bon, merci. Bonjour Laji. Bonjour et merci de distribuire notre film. Vous êtes film si puissant e si magnifique. No, vorrei raccontare, buongiorno a tutti, vorrei raccontare che già lo sa, ma insomma rimarcare come noi usciremo con il film in Italia, con la piattaforma che abbiamo creato, che ha l'unicità di coinvolgere le sale. Non, je voulais remarquer et redire que nous, on va sortir avec le film dès 18. Malheureusement, les salles sont fermées. Et alors, on a créé une plateforme qui a l'unicité d'être fait avec les salles. Il y a 130 salles qui sont avec nous dans cette plateforme, avec 300 écrans, et vont participer, faisons la promotion à niveau local avec leur salle, avec leur public, et vont participer aux recettes du film. Et c'est un peu nouveau, unique, c'est un geste solidaire avec les salles et avec les publics qui aiment les films dans les grands écrans, qui dans ces moments, on ne peut pas les voir sur un grand écran, mais c'est pour mettre ensemble, pour tenir ensemble tous ces publics, les salles et ces gens-là. Alors c'est ça, c'est une initiative nouvelle. On va partir avec un film important et puissant un an après la présence des Misérables à Cannes. Et alors, on espère bien. Okay, on a beaucoup il y a beaucoup d'attentes. Les réactions sont très fortes. On a déjà beaucoup de gens qui a réservé les entrées. Et on était à 75 salles, ça fait 4 jours. Ça fait une semaine, presque une semaine. Maintenant, on est à 130 salles. 300 wow. En tout cas, bravo. Je tenais à vous féliciter pour cette initiative. Hein. C'est sûr que c'est une superbe initiative avec tout ce qui se passe, le fait que toutes les salles sont fermées. Et voilà, cette initiative va permettre aux gens d'être chez eux, de continuer à consommer des films. Donc, c'est super, bravo. Moi, je vous encourage. Et le fait que Les Misérables soit dans cette plateforme, on est super contents. Et surtout de ne pas exclure la salle qui même physiquement ne peut pas être là, mais virtuellement il y aura. Non, mais c'est génial. C'est ce qu'on devrait faire partout parce que les salles sont fermées dans le monde entier. Donc, si on pouvait imaginer des salles virtuelles comme ça, c'est une bonne chose. Même en France, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que pour l'instant, les salles ne sont pas prêtes d'ouvrir. Ho detto insomma, quello che già sapete tutti quanti voi, che insomma, la unicità è proprio quella di aver coinvolto le sale in questa partecipazione, sia nel ruolo di promozione, sia nella partecipazione economica a tutti gli spettatori che porteranno. Dato qualche dato in più che però io ripeterei anche in italiano, se qualcuno avesse capito, siete passati da 75 sale. Nel giorno della conferenza stampa, che era martedì scorso, avevamo 75 sale e oggi siamo a 130 sale che rappresentano 300 schermi. Per cui, insomma, da quando abbiamo lanciato l'iniziativa c'è stato moltissimo interesse da parte di sale in tutta Italia, copriamo tutta Italia, anche piccole sale di provincia partecipano, insomma c'è stata veramente una bellissima accoglienza a questa iniziativa. Ok, Alessandra, palla a te.
Io non ho ricevuto altre domande. Quindi ci possiamo salutare così? Non ci sono cose da chiarire, dubbi? Il nome del sindaco, io non ho capito il nome del sindaco di Clichy-sous-Bois. L'ha scritto Federica sulla chat. Ha scritto Federica, fantastica, siete tutti in chat. Benissimo. Meraviglioso. Io una domanda ce l'avrei, se è possibile. Vai. Vai. Chi sei? Tommaso. Tommaso. Gli volevo chiedere della questione politica, se gli va di tornarci. Visto che Parigi è una situazione unica in Europa, per come ha questi 10 milioni di persone nella cintura delle aree periferiche attorno al piccolo centro, allora lui a livello proprio macro, politico, urbanistico, al di là di migliorare l'istruzione, al di là delle questioni della polizia, lui ha una visione politica su cosa questi coltivatori potrebbero fare su un arco più lungo, quali politiche attuare? Donc, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez une vision politique globale dans l'ensemble de ce qu'on pourrait faire, de ce que, disons, les bons cultivateurs pourraient faire, surtout par rapport à Paris, qui est quand même, vu sur le nombre d'habitants, une ville unique. Est-ce que vous avez une recette quelque part? Est-ce que vous savez ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous avez des suggestions? Bah écoutez, je veux dire, chacun son métier. Moi, j'essaie de faire des films pour dénoncer les conditions de vie de ses habitants. Après, je suis pas politique, je n'ai pas spécialement de solution. Mais après, c'est sûr que si j'avais une baguette magique, oui, moi, la priorité, je le dis souvent, c'est la culture, c'est l'éducation. C'est là qu'on doit mettre le paquet. Je prends toujours en exemple l'école que j'ai créée, cette école de cinéma qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, tout le monde peut s'inscrire et qui surtout qui marche très bien. Donc oui, il faut mettre le paquet sur l'éducation et la culture. Si on veut faire en sorte que les choses bougent et que les choses évoluent, bah, la solution elle est là, c'est éducation et culture. Dunque, ognuno il suo mestiere, insomma, io cerco di fare di film e di denunciare le condizioni di vita in queste banlieue, poi non ho soluzioni nel cassetto, però certo se avessi una bacchetta magica so benissimo, insomma, qual è la priorità, è l'educazione, la cultura. Faccio sempre l'esempio della scuola di cinema che ho creato, che è gratuita, aperta a tutti, senza diploma, chiunque si può iscrivere, insomma, funziona benissimo, quindi quella è la strada. Quella sarebbe la strada da percorrere, più educazione, più cultura, anche per gli abitanti delle banlieue. Io vorrei dire una piccola cosa. Mi sentite? Merci Lady Julie e merci Fabio. Voilà. Spero di aver rispettato il più possibile la Perfetto. lettera di quello che la Gili ha Ti detto. avremo come interprete tutti i giorni. No, questo ve lo potete scordare, è faticosissimo su Zoom. Non riuscivo a decifrare quello che scrivevo, una tragedia, mai più. Bene. Merci à tous, grazie a tutti, merci Lajli. Merci à tout le monde, merci Sergio pour la traduction. Ciao merci à tout le monde. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.